Le Mali, le Burkina Faso et le Niger n'entendent pas revenir sur leur décision de quitter la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Cette décision est irréversible, ont-ils dit vendredi 13 décembre dernier, à l'issue d'une réunion ministérielle tenue à Niamey, au Niger. La CEDEAO, à son sommet 2 jours plus tard à Abuja, dit avoir pris acte. En janvier 2025, ce sera l'adieu, selon les textes de la communauté qui dispose qu'un an après la déclaration, une annonce du genre, les pays candidats au départ sont libres. Mais la CEDEAO voudrait jouer les prolongations. Au-delà du 29 janvier 2025, elle donne 6 mois supplémentaires pour organiser les modalités de départ des 3 pays de l'AES, de cette communauté. 6 mois de prolongation pendant lesquels les médiateurs Bassirou Diomaye Faye, président du Sénégal, Faure Gnassingbé Yadéman du Togo, continueront leur mission de bons offices pour leur faire changer, essayer de leur faire changer d'avis. Modalité, dites-vous, l'AES n'a pas attendu cette échéance, mesdames, messieurs, pour présenter son offre. Les ressortissants de l'espace CEDEAO ont accès sans visa à leur espace. Ils peuvent y entrer, circuler, s'établir librement à condition de respecter les textes en vigueur. Ils se donnent cependant la liberté de l'interdire à qui ils veulent. Faut-il accorder la réciprocité à l'AES en son temps? Quelles pourraient être les conséquences de ce deal pour la CEDEAO, aussi pour l'AES? Nous en parlons avec un habitué de ce plateau, directeur adjoint des services de l'information et de la communication, mais sous la casquette ce matin de journaliste spécialiste des questions internationales, James William Baguidi. Bonjour. Bonjour Saturnin et bonjour à tous. Merci de mettre à nouveau votre expertise au service de Télévision Hémicycle pour les téléspectateurs qui nous suivent, pour qu'on puisse voir les tenants et les aboutissants, analyser les enjeux dans une situation dont on a déjà parlé ici une fois. C'est un plaisir. Une prolongation de 6 mois après le 29 janvier. Pensez-vous que Bassirou Diomaye Faye du Sénégal et Faure Gnassingbé du Togo pourront réussir en ce temps ce qu'ils n'ont pu réussir depuis qu'ils ont été mandatés pour essayer de faire changer d'avis au président du Burkina Faso, du Niger et du Mali? Alors, quand vous l'écoutez, le discours tenu il y a quelques jours avant le sommet de la CEDEAO et les commentaires qui également ont été tenus dans les 3 pays par les turiféraires des 3 juntes militaires, il ne me semble pas pertinent de croire ou de penser que dans le délai qui reste à la CEDEAO pour maintenir ces États-là, c'est-à-dire au plus tard le 29 janvier 2025, que la situation change fondamentalement. Il en est de même pour le délai de 6 mois supplémentaires que se donne la CEDEAO pour permettre encore à ces États de changer d'avis. En réalité, on est dans une situation où ce n'est pas comme une menace qui est adressée à ces États-là, mais c'est une exhortation à quand même bien analyser les tenants et aboutissants de cette décision de quitter l'espace communautaire CEDEAO au sein duquel ils ont des avantages et des obligations jusqu'à présent. Ce qu'il faut retenir, c'est que les motivations que ces États-là ont avancées pour justifier leur retrait de la CEDEAO, ces motivations-là, pour certaines en tout cas, ne sont plus en vigueur avec la même prégnance. C'est-à-dire qu'on se souvient, c'est après le coup d'État au Niger que la CEDEAO ayant décidé d'envoyer une force militaire pour restaurer le pouvoir du président Bazoum, que les autres États et puis la nouvelle junte militaire au Niger ont décidé, au regard de ce qu'ils ont considéré comme étant une extrapolation des prérogatives de la CEDEAO, des sanctions qu'ils ont jugées inhumaines, des sanctions qui ont été très dures vis-à-vis du Niger notamment. Ils ont décidé de quitter cet espace dans lequel les règles s'appliquent de leur point de vue à la tête du client.
Et donc, certes, on n'est plus dans une phase de préparation d'une intervention militaire contre le Niger, mais vous le savez, le Niger ne croit pas que cette renonciation est définitive. Le Niger est très méfiant. Les autres États ont très mal vécu aussi, les deux autres États ont très mal vécu aussi cette situation et s'étaient même annoncés prêts à engager le combat militaire aux côtés des forces nigériennes contre la CEDEAO. Fort heureusement, nous n'en sommes pas arrivés là, mais la rupture de confiance qui est apparue en 2023-2024 avec le coup d'État au Niger, cette rupture de confiance a fortement, on peut s'en rendre compte, creusé les écarts entre les différents acteurs politiques. L'espoir porté sur le président Bassirou Diomaye Faye, qui a un discours sensiblement panafricaniste, et encore, quand on parle de panafricanisme, faut-il donner un contenu assez consensuel au sujet, ce qui n'est aujourd'hui pas encore le cas. En tout cas, quand on prend Bassirou Diomaye Faye, qui a un discours, et lui et son mentor, Ousmane Sonko, qui a un discours proche de celui que tiennent les trois jeunes, l'espoir porté est que ce dernier, qui n'a pas manifesté de volonté de quitter l'espace communautaire, puisse expliquer aux autres les raisons pour lesquelles il faut rester dans l'espace communautaire tout en ayant cette posture souverainiste au sein de l'Afrique de l'Ouest. C'est que Bassirou Diomaye Faye opte plus pour l'intégration que la désintégration, même dans le serment prêté à sa prise de fonction, on a senti déjà dans son discours que l'homme est plus pour les regroupements que pour ce que nous sommes en train d'observer maintenant. Donc, est-ce que ce n'est pas de la stratégie pour ces pays de l'AES de se réunir quelques jours avant un sommet de la CEDEAO et déjà de dicter les règles pour dire, bon, chez nous, espace CEDEAO, quand vous venez de là-bas, vous pouvez rentrer chez nous, circuler librement, vous établir et tout. Mais attention, respectez les textes qui sont en vigueur chez nous. Nous sommes libres de dire, bon, telle personne est une persona non grata chez nous et l'expliquer. Est-ce que ce n'est pas de la stratégie déjà que de chercher à devancer les choses et à mettre des options sur la table pour que la CEDEAO puisse en tenir compte? C'est évident. Vous savez, les États, entre eux, appliquent des règles qui font globalement, qui permettent la libre circulation des personnes. Et dans l'espace communautaire, dans l'espace CEDEAO, nous avons réussi à dépasser très largement les espérances en termes de libre circulation des personnes et des biens et d'établissement des personnes. On a des règles qui sont très larges en la matière. Nous avons réussi avec la CEDEAO et dans une certaine mesure l'UEMOA à faciliter très grandement la circulation dans l'espace communautaire. À partir du moment où le Mali, le Niger et le Burkina Faso annoncent leur retrait de la CEDEAO, c'est en principe que les règles de cette communauté ne devraient plus s'appliquer, c'est-à-dire notamment les exemptions de visa, la libre circulation des personnes ne devrait plus pouvoir s'appliquer. Mais ils ont, comme vous l'avez si bien dit, annoncé très tôt qu'ils permettent que, en soi, les règles qui sont applicables aujourd'hui, que ces règles-là continuent de s'appliquer, en tout cas en matière de visa, de demande de visa aux personnes qui souhaiteraient circuler de la zone CEDEAO vers la zone AES. Cela n'est qu'une continuation des règles en vigueur et c'est peut-être une façon de montrer une certaine bonne foi quant à la problématique de la circulation des personnes et des biens. L'autre chose, c'est que ces pays-là ont quand même des ressortissants très nombreux dans les pays de la CEDEAO et il serait difficile pour eux-mêmes de justifier auprès de leurs ressortissants que désormais, en raison des règles qu'eux-mêmes ont établies, on demande des visas à leurs ressortissants quand ils vont dans ces pays-là, ou voire même qu'on leur demande de plier bagages, parce que le droit d'établissement qui existe entre les ressortissants entre les pays membres de la CEDEAO au profit de leurs ressortissants, ce droit d'établissement n'est pas le même que quand on parle d'exemption de visa. Quand vous parlez d'exemption de visa, celui qui quitte un pays vers un autre
il peut ne pas prendre de visa, mais la durée, le séjour, la durée de son séjour dans le pays où il s'est rendu est une durée limitée, entre 30 et 90 jours maximum. Certains États vont un peu plus loin, mais même la réciprocité que les pays de l'AES espèrent de la part de la CEDEAO ne suffira pas pour permettre l'établissement définitif de leurs ressortissants, comme on en a plusieurs millions à travers la CEDEAO. Et c'est à ce niveau-là que des négociations devraient encore avoir lieu pour permettre de mettre en œuvre des règles qui facilitent cet établissement. Néanmoins, il faut noter qu'aucun de ces trois pays n'est sorti de la zone UEMOA pour le moment. Les règles de la CEDEAO sont les mêmes qui s'appliquent dans la zone UEMOA, même si elles concernent beaucoup plus les biens que les personnes. Et donc, ils ont encore ce levier-là sur lequel ils peuvent jouer pour bénéficier de l'avantage de la zone CEDEAO. Et je ne pense pas non plus que les pays membres de la CEDEAO ont intérêt aujourd'hui à mener une campagne d'expulsion massive ou à engager un bras de fer qui n'aurait pas de véritable sens avec les pays de l'AES, sauf à vouloir mettre une certaine pression et à faire voir aux pays de l'AES les conséquences réelles de cette décision qu'ils ont prise de quitter la CEDEAO et peut-être plus tard encore l'espace UEMOA si jamais la CEDEAO applique rigoureusement ces règles et que les pays de l'AES se rendent compte que l'UEMOA ne suffira pas pour être le parapluie doré dont ils rêvent. La CEDEAO ne court-elle pas un risque au cas où elle arriverait à concéder cette réciprocité à l'AES quand on sait que c'est une communauté au-delà de tout qui ne voudrait pas que les coups d'État continuent dans nos États, trois pays d'une alliance qui ont des juntes au pouvoir, qui viennent proposer des règles qu'on accepte. Est-ce que ce n'est pas une porte qui est ouverte pour d'autres situations du genre qui pourraient arriver? Vous savez, avec ce qu'on a déjà enregistré jusqu'à présent, la réflexion elle est très poussée. Il y a peut-être des risques. Il y a des risques forcément, et ces risques-là n'auraient pas manqué si les pays en question étaient restés. D'accord, étaient restés et même étaient restés sous sanction. On a d'autres pays où il aurait pu y avoir de coups d'État. Il y a eu des tentatives en Guinée-Bissau notamment, n'est-ce pas? Et on a même dans notre pays arrêté des gens pour avoir envisagé de faire un coup d'État, alors même que vous avez vu les mesures qui ont été prises contre les pays où ce genre de phénomène est arrivé. Donc, le risque est perpétuel. On ne peut pas l'éviter. Et le fait de refuser la réciprocité des règles que propose l'AES n'est pas un encouragement, ne serait pas un encouragement pour qu'il y ait, du moins pour qu'il n'y ait pas d'autres coups d'État, ou ne serait pas une menace suffisante pour qu'il n'y ait pas d'autres coups d'État ou d'autres tentatives de coups d'État dans les autres pays de la CEDEAO. Le plus important pour les pays membres de la CEDEAO, ce n'est pas de prendre des mesures hardies contre ceux qui ont commis des coups d'État dans l'espoir qu'il n'y en aurait pas d'autres. Vous avez très bien vu que malgré les mesures qui ont été prises contre les pays, contre le Mali d'abord, contre le Burkina Faso ensuite, il n'y a pas manqué d'avoir coup d'État au Niger. Et donc, ce n'est pas là forcément la seule solution. C'est peut-être une des solutions, c'est peut-être une menace qui peut peser et qui peut dissuader certains d'aller chercher le pouvoir par les armes, mais cette menace-là seule ne suffit pas. Et le fait de refuser la réciprocité ne me paraît pas être une solution, en tout cas la solution la plus intelligente. La mesure qui a été proposée de continuer à discuter avec les pays membres de l'AES pour les faire retourner à la case CEDEAO me semble être les meilleurs, mais étant donné que je ne suis pas du tout, ou du moins pas très optimiste sur ces mesures-là, je pense que des négociations auront forcément lieu. Parce que ce n'est pas seulement les ressortissants de la
des pays de l'AES qui se trouvent en zone CEDEAO, les pays de la CEDEAO ont également des centaines de milliers, voire des millions de ressortissants dans les pays de l'AES. Et nous sommes dans un espace où les populations ont acquis depuis des décennies l'habitude de circuler sans aucune entrave. Et ces entraves-là ne peuvent pas apparaître du jour au lendemain sans que les populations, quelle que soit leur position géographique en Afrique de l'Ouest, ne demandent des comptes à leurs dirigeants, pays de l'AES ou pays de la CEDEAO. En cette circonstance-là, je pense que la meilleure formule aujourd'hui, c'est qu'on va vers un fait accompli, les pays de l'AES s'en vont, leur discours est très clair là-dessus, on ne va pas y revenir, mais il y a des négociations qui doivent avoir lieu pour que les relations entre ces pays-là et les pays de la CEDEAO soient des relations pacifiques au bénéfice des populations, parce qu'au-delà de tout, ce sont les populations qui ont la légitimité qu'essayent d'exercer ces dirigeants. N'est-ce pas aussi une épreuve pour la cohésion au sein de la CEDEAO pour ce qu'il reste d'elle, de cette communauté, puisque malgré les sanctions qu'il y avait, il y a des pays de cette même communauté qui avaient continué à faciliter les relations avec des pays concernés, le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Sur mon regard, je vais parler entre autres du Togo. Au cas où la CEDEAO voudrait montrer ses muscles et dire que, bon, ferme, vous êtes partie de notre communauté, il va falloir alors que vous ayez des visas à l'entrée, il va falloir qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Est-ce qu'au sein de la CEDEAO, il n'y a pas déjà ce risque qui est là, que tous les pays ne suivent pas cette tendance qui serait? Oui, ce risque est important. Et surtout, moi, je vois si le Togo mène cette politique, je dirais, de conciliation avec les pays membres de la CEDEAO, c'est dans son intérêt, un intérêt économique et peut-être même politique, du moment que le Togo a choisi cette voie intermédiaire. D'autres pays peuvent agir de la sorte et on pourrait arriver à une désynchronisation de l'action de la CEDEAO. Dans tous les cas, on ne peut pas se retrouver dans un bras de fer plus grave que celui que nous avons déjà connu au moment où une intervention militaire était imminente, était envisagée imminente vis-à-vis d'un des pays de l'espace. On a le devoir de négocier. Quand vous prenez l'exemple de l'Europe, la Grande-Bretagne a voté. C'est vrai que c'est le peuple britannique qui a décidé de quitter l'espace de l'Union européenne, en tout cas de se soustraire des règles de l'Union européenne. Les relations nouvelles entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne sont dans une certaine mesure au désavantage de la Grande-Bretagne. Ça a été âprement négocié, mais la Grande-Bretagne fait face. Les pays de l'AES, certainement, et la CEDEAO vont devoir négocier leurs prochaines relations et le mieux pour les pays de la CEDEAO en ce moment-là, c'est de pacifier les relations pour qu'on puisse avoir progressivement une réouverture de toutes les frontières et que les passages entre ces frontières-là, que les populations qui vivent de part et d'autre de ces frontières-là puissent bénéficier des avantages qu'il y a à vivre d'un côté ou de l'autre sans que les décisions prises au haut niveau politique aient un impact si négatif qu'il y en a aujourd'hui sur leur quotidien. Réciprocité ou pas, il y a des ressortissants de l'espace AES qui travaillent au niveau des instances dirigeantes de la CEDEAO et d'autres instances communautaires. Quel schéma pourrait-on avoir? Est-ce qu'il va falloir les retirer de leur poste pour que l'AES les récupère, pour les replacer au même endroit au niveau de leur code? Alors, ça c'est les chefs d'État de la CEDEAO qui vont devoir en décider. Les règles sont celles qu'elles sont. Quand on est dans un espace, ce sont les citoyens de cet espace-là qui exercent les fonctions, les hautes fonctions au sein des instances dirigeantes de cet espace. Et donc, les cadres nigériens, burkinabés, maliens qui se trouvent dans les instances de la CEDEAO aujourd'hui doivent progressivement se préparer à quitter leurs fonctions pour retourner dans leur pays respectif. Certainement que l'AES aura besoin de leurs
compétences, l'AES aura besoin de leur expérience pour mettre en œuvre cette politique de cohésion au sein de ce nouvel espace dans la CEDEAO. On va bien voir comment ça va évoluer, mais pour moi, il n'y a pas de sentiment à faire là-dessus. Ils pourraient même être considérés à certains moments comme étant des espions de ces pays-là. Le mot est peut-être trop fort, hein, de ces pays-là au sein de la CEDEAO, alors que ce sont des cadres de grand niveau qui ont permis à la CEDEAO d'exercer ses fonctions jusqu'à présent, mais on en arrivera à un moment donné à ce qu'il quitte les fonctions. Souvenez-vous, quand le Bénin, en 1972, a fait son coup d'État et est entré en système révolutionnaire communiste, le Bénin avait des cadres dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest. Les enseignants du Dahomey de l'époque étaient nombreux à travers l'Afrique, mais progressivement, ces pays-là ont repoussé, en tout cas, ont libéré les cadres dahoméens qui progressivement sont revenus dans leur pays. Aujourd'hui, c'est vrai, le Bénin qui rayonnait sur l'Afrique de l'Ouest en termes intellectuels a perdu à cette époque-là de sa superbe et nous ne pouvons pas en vouloir à ces pays-là d'avoir pris ces décisions à l'époque, bien qu'on peut reconnaître qu'il y avait une certaine pression internationale contre eux pour en arriver là. Aujourd'hui, donc, c'est la même chose pour les pays de l'AES. Leurs hauts cadres seront beaucoup plus utiles au développement des instances de l'AES et progressivement, ils vont devoir les rappeler. J'allais vous demander, James Obiang Baguidi, de ces décisions qui sont prises par des régimes censés être de transition. Est-ce que ce n'est pas plus fort, en quelque sorte, que le pouvoir qui est donné à cette transition de vouloir prendre des décisions aussi fermes que de quitter un espace, une CEDEAO, quand on est régime de transition? Oui, ce sont des décisions qui sont assez graves, mais il faut quand même regarder comment le discours a été, je dirais, vendu aux populations de cet espace et le discours est soutenu. Et donc, il y a une forme de légitimité de ce que je peux considérer comme le combat de l'AES. Donc, ce combat contre ce qu'ils considèrent comme étant le néocolonialisme français, l'impérialisme français, je dirais l'impérialisme occidental généralement d'ailleurs, ce combat-là semble légitime au regard de la réaction qu'on observe. Je suis de ceux qui sont bien conscients qu'il faut vérifier par la voie des urnes si cette légitimité que nous constatons à travers des manifestations de la rue est réelle. Mais au moins, les pays sont souverains. Et quel que soit le dirigeant de fait d'un pays, la décision que prend ce dirigeant de fait, la décision engage le pays. Et nous ne pouvons que espérer que quand un régime démocratique, on doit plus démocratique, sera en place, qu'il puisse interroger les populations sur les décisions qui ont été prises antérieurement. Et s'il faut revenir au sein de la CEDEAO, ça se décidera par ces régimes plutôt de retour définitif, plutôt civil et définitivement de retour. Certainement à l'aune des conséquences ou des inconvénients que le pays ou les pays là auraient vécu pendant cette transition. Merci à vous, James Obiang Baguidi. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes journaliste spécialiste des questions internationales, mais également directeur adjoint des services de l'information et de la communication. Merci d'avoir pris part ici.